Et si je dis à quelqu'un « libère-toi de ton ego », ça sous-entend ou ça présuppose qu'il existe. Mais il n'existe pas, c'est un concept, c'est une explication verbale de quelque chose qui n'existe pas. Et là, on va faire un test. OK. Dis à voix haute « l'ego existe ». C'est ça le changement. Incroyable le blocage. Moi, j'enseigne aux gens à se libérer de la croyance que l'instant présent existe dans mes formations. Non mais c'est incroyable. Ça, c'est la technique que je te disais qu'en 5 minutes, on peut déconstruire l'effet d'une croyance sur le corps et la personne. Ce qui fait que j'ai passé presque les 30 dernières années à essayer de trouver les manières les plus efficaces de produire des changements réels et durables. Merci d'être avec nous, bienvenue. Une nouvelle rencontre ici à Montréal, en direct dans ce studio qu'on a apprivoisé, si je puis dire. Et on l'a installé pour recevoir des personnalités qu'on avait très envie d'accueillir donc sur les canapés. C'est Alexandre Nadeau qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup, expert en transformation humaine. Moi, je suis Alexandre sur les réseaux sociaux et je trouve que vous avez une approche qui est assez singulière. Quand on dit expert en transformation humaine, en fait, ça veut tout et rien dire quelque part. Comment est-ce que vous vous définissez réellement? Vous êtes un coach, un thérapeute, un accompagnant de vie? Comment vous vous définissez? En fait, aujourd'hui, j'ai été psychothérapeute, ensuite coach. Aujourd'hui, je me définis comme chercheur et formateur, c'est-à-dire je fais de la recherche, je développe des techniques, ensuite je donne des formations, mais j'ai passé à travers tous les rôles habituel. Ouais. En tout cas, c'est celui qui aujourd'hui vous correspond le plus? Oui. Ouais. Oui. Et qui consiste en quoi? J'ai décidé de mettre le nom expert en transformation humaine parce que mon but n'était pas d'inspirer les gens. J'ai vécu et j'ai observé que l'inspiration est temporaire. Autrement dit, quand on inspire les gens avec une histoire, un truc ou qui deviennent émus, c'est merveilleux, ça crée des connexions, mais souvent, ça se dissipe assez rapidement. Ouais. Puis moi, mon but, quand je suis entré en développement personnel comme client, mon but, c'était de changer ma vie, pas d'être inspiré. Donc, en partant de ce besoin-là que moi j'avais et que beaucoup de gens ont, c'est pour ça qu'ils se tournent vers le développement personnel, j'ai décidé que moi, je voulais que les gens vivent des changements réels et durables, ce qui fait que j'ai passé presque les 30 dernières années à essayer de trouver les manières les plus efficaces de produire des changements réels et durables. Donc vous êtes un condensé de tout ce qui se fait dans le milieu ou vous avez structuré vos propres approches? Un petit peu des deux. Au début, j'ai appris, je dirais, j'ai voyagé sur 3 continents pendant 10 ans. J'ai appris environ 300 techniques différentes en faisant divers ateliers et formations. Et les techniques ne faisaient pas ce que moi je voulais. Donc, éventuellement, j'ai été obligé de développer mes propres techniques pour avoir les résultats ou produire les résultats que moi, je voulais créer. Le constat que vous faites, il est intelligent, que de dire, effectivement, on vient, on assiste à une conférence, il y a un effet waouh. Et évidemment, quand on rentre à la maison, on se dit, et après? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire qu'il y a on appelle ça le double effet qui se coule chez nous. C'est-à-dire vous avez un premier effet où vous en prenez plein la tête, plein les yeux, plein les mirettes, et puis ensuite, reste à savoir ce que vous allez en faire. Et c'est peut-être ça que vous avez remarqué et qui ne vous convenait pas pour le coup. En fait, la réponse, quand on dit après coup, après l'événement, puis quand l'inspiration se dissipe, on dit qu'est-ce qu'on en fait, la réponse, c'est on ne peut pas en faire grand-chose parce qu'on a entendu des principes, notre esprit a entendu des principes intellectuels du succès ou des relations saines ou peu importe. Mais c'est pas comme ça que fonctionne l'acquisition de compétences. Je peux pas apprendre à devenir un grand musicien en écoutant un musicien me dire les 7 principes du virtuose musical. Parce qu'après, je retourne chez moi, j'ai pas de mémoire musculaire pour mon instrument, j'ai rien du tout. Donc, pour moi, une conférence ou un livre, c'est un excellent outil de découverte, c'est-à-dire, je savais pas que ça existait, je savais pas que ça, c'était possible, etc., etc. Donc, c'est merveilleux comme découverte, mais ce que j'ai expliqué à beaucoup de gens, en fait, à tous les gens qui venaient à mes ateliers, c'est que c'est la première étape. J'ai maintenant une clé, je l'ai mis dans le démarreur, je l'ai tourné, le moteur tourne. Merveilleux, mais il faut que j'apprenne comment mettre l'auto en mouvement, conduire et aller quelque part avec ça. Donc, les gens, quand ils font juste aller, qui utilisent juste l'inspiration comme outil, en fait, c'est comme s'ils tournaient toujours la clé dans le démarreur quand le moteur est déjà allumé. Mais vous savez que c'est 70% du développement personnel. Hein? Oui, probablement plus. Même. Oui. Et j'essaie de changer ça.
Et prendre le contre-pied de ça, c'est pas une mince affaire. Oui et non, parce que ça semble être un grand travail de vouloir changer l'industrie. En même temps, les clients veulent des changements réels. Et la seule raison pourquoi ils vont vers l'inspiration ou les événements de motivation, c'est que c'est ça qui a offert le plus. Donc, c'est facile à trouver. Il y a un ami qui parle à un ami. Ils vont ensemble comme un spectacle. Mais dès qu'ils se font proposer des solutions qui produisent des résultats réels en eux, habituellement, ils continuent dans cette lignée-là. Ce qui m'indique que c'est ça qu'ils voulaient. C'est ce que les gens cherchaient finalement. Alors, et j'ai vu, et vous pourrez aller voir sur les sites Internet, évidemment, il y a beaucoup de commentaires. Vous avez accompagné des milliers de personnes, près de 40 000 personnes 35 000, 35 000 personnes, voilà, avec, il y a des pages et des pages et des pages, plus de 2300 pages de témoignages de personnes qui ont suivi les enseignements d'Alexandre. Il y a des ouvrages, évidemment, il y a celui-ci, Le rajeunissement physique, et puis La plus grande liberté, avec notamment les 4 voies de l'illumination. Alors ce mot, évidemment, il va falloir mettre des gros guillemets, parce qu'on va se dire, aïe, 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 ça y est, il est parti, Alexandre, on va pas le retenir, et il va nous envoyer je ne sais où, pour une vie magnifique. Est-ce que la vôtre l'est? Ben, je dirais quand même souvent. En fait, les gens qui ont lu mon livre ou qui sont venus à des formations avec moi savent, je le dis d'emblée, je suis pas illuminé comme Eckhart Tolle de manière permanente. J'ai vécu beaucoup d'expériences d'éveil temporaire et je progresse dans cette direction-là. C'est-à-dire que j'ai un état de paix beaucoup plus grand et stable qu'il y a 5 ans, 10 ans, etc. Donc, je fais des progrès. Et même dans le livre, justement, je propose des grilles d'évaluation pour consciemment que les gens puissent évaluer où ils sont rendus par rapport à, moi j'appelle ça la liberté, là, mais la liberté mentale, émotionnelle, etc. Et la vôtre de liberté, elle fluctue? Oui, elle fluctue. Et c'est normal? Oui. Si je ne sais pas comment ça va se traduire à l'écran, mais si je fais un graphique, beaucoup d'humains vivent comme ça. Oui. Donc, il y a des hauts et des bas. Ce qui se produit, c'est quand une personne utilise des approches efficaces en développement personnel, donc quelque chose qui produit des changements réels, ça fait ça comme ça, donc ça monte et ça descend, mais si on trace la moyenne, ça s'en va vers le haut. Donc, au lieu d'avoir les mêmes hauts et les mêmes bas, éventuellement, notre plus bas est l'équivalent du normal d'il y a un an. Donc, il y a quand même une évolution très mesurable. Moi, je prends des notes avec les dates, les techniques que je fais, etc. Okay. Donc, quand je lis des notes de l'année dernière ou avant, je prends conscience vraiment de la progression, des résultats, des changements. Si je ne fais pas ça, là, j'ai l'impression que je fais du surplace. Ça, c'est une bonne première information. Oui. De prendre des notes comme ça et puis de temps en temps de se replonger dans ces notes pour voir l'évolution. Ou pas. Ben, ça dépend de ce qu'on utilise comme outil. Mais quand je lis des cahiers de notes d'il y a 10 ans ou même 20 ans, parce que j'ai commencé il y a très longtemps, je me trouve presque stupide, ignorant ou peu importe, mais je lis ça puis je me dis, j'ai déjà cru ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà pensé ça. Et c'est là qu'on voit que le saut quantique qui prend du temps, là, c'est pas un saut quantique instantané, mais il peut avoir vraiment une réelle progression. Il y a des gens qui ont suivi mes formations il y a 25 ans et eux m'ont vu de l'extérieur et aussi ils remarquent ou ils me décrivent les progrès qui sont évidents. Quelle est pour vous la meilleure définition de la liberté et la meilleure définition du bonheur? Est-ce que le bonheur et la liberté, ça va de pair? Bonheur, liberté, j'ai de la facilité à le définir. Bonheur, je connais beaucoup de définitions, je ne sais pas laquelle est vraie. Pour moi, liberté, c'est... je parle beaucoup de la liberté intérieure au sens où la plupart des humains, quand ils vivent leur journée quotidienne, il y a beaucoup de pensées répétitives qui émergent et beaucoup d'émotions déclenchées qui n'ont pas nécessairement un lien avec l'instant présent. J'appelle ça des émotions conditionnées. Donc, il arrive un petit truc sans importance et la réaction émotionnelle est à 7, 8, 9 sur 10 d'intensité, donc disproportionnée avec l'instant présent. Pour moi, la liberté, c'est on peut de plus en plus se libérer de tout ça. Et quand on arrive à un certain point, je vais appeler de non-retour ou plus avancé dans la libération, on vit l'instant présent. Il n'y a pas beaucoup de pensées. Il peut y en avoir, mais il n'y en a pas beaucoup. Elles n'influencent pas vraiment comment on se sent. Et le ressenti émotionnel est vraiment relié à l'instant présent plutôt qu'à des conditionnements passés. Donc, au lieu de revivre émotionnellement le passé dans le présent, ce que la plupart des gens vivent, on vit émotionnellement l'instant présent. Un petit peu comme un enfant avec des capacités d'adulte.
Donc ça, pour moi, c'est ma définition de la liberté qu'on va dire psychologique émotionnelle, c'est-à-dire je vis l'instant présent, je le ressens, je le vois, j'entends, je le ressens parce que je ne suis pas distrait ou hypnotisé par des pensées et mes réactions émotionnelles sont justes, c'est-à-dire alignées avec ce qui se produit réellement dans l'instant présent, dans la réalité. Et le bonheur? Le bonheur, j'irais un peu dans la même direction quand une personne, beaucoup de gens ont vécu il y en a qui appellent ça des blessures émotionnelles ou autres, qui fait qu'ils sont fermés et souvent en stress ou hypervigilance. Quand on libère ce genre de trucs-là, ce que les gens remarquent souvent, c'est qu'ils ont plus une joie spontanée pour aucune raison. Et ça, pour moi, ce serait plus proche du bonheur que de dire j'ai réussi à acheter la maison que je voulais acheter, avoir telle auto et faire un voyage dans un endroit de luxe. Parce que ces événements-là sont temporaires et dès qu'ils sont terminés, ils sont terminés. Tandis que si j'ai un cœur ouvert comme un enfant avec de l'émerveillement et de la joie naturelle, qui est souvent là, je vais me sentir heureux même quand je ne suis pas dans une grosse maison ou dans un voyage paradisiaque. Donc, pour moi, c'est une définition du bonheur plus intéressante au quotidien que la définition de dire je dois atteindre des très grands rêves pour me sentir accompli et là, je vais pouvoir être heureux éventuellement peut-être. En fait, c'est parfait parce que on est en trinôme. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'enfant et l'autre représente un parent. Et l'autre, le constellant, il est témoin. Donc, même si on est 100 personnes, vu qu'on est en trinôme, ça fonctionne super bien dans le triangle et c'est tout ce qui compte. Au contraire, on est plutôt à l'aise finalement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la même chose à côté de nous. De révéler, de faire ressortir des choses qui sont un petit peu cachées, enfouies, et grâce au partage avec les autres, c'est vrai que ça prend une ampleur et un côté émotionnel assez important. Prise de conscience sur justement l'inconscient. En fait, il y a des choses que je croyais être dans mon enfance. Je croyais avoir été perturbé par des situations. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je croyais m'avoir perturbé qui me perturbait. Il y a 10 ans ou 20 ans, vous auriez écrit ou rédigé une définition du bonheur et de la liberté de la même manière ou pas? Non, à l'époque, j'écoutais beaucoup Tony Robbins, et c'était avoir des gros objectifs impossibles à atteindre et passer à l'action massivement et se motiver à tous les jours. Ouais. Et c'est bien, Tony m'a fait connaître la PNL, la programmation neurolinguistique, donc je le remercie pour ça. En même temps, c'est très, très stressant de vivre comme ça, se fixer des objectifs qui nous semblent impossibles et essayer de les atteindre quand ça nous semble impossible, ça crée beaucoup de pression et de stress. Donc, vous ne préconisez pas ça? Pas de cette manière-là. Se créer une direction avec un plan réaliste qui est sain pour nous, selon notre fonctionnement unique, avec notre quotidien unique, ça peut emmener des résultats assez extraordinaires sans la pression et le stress que je vivais quand j'appliquais du Robbins. Vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose d'intéressant, c'est ce fameux instant présent. Vous parliez d'écartelé, etc., etc. Bon, vous avez même dit qu'il était illuminé en permanence. Vous considérez qu'il l'est? Oui. Lui, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais j'ai rencontré des Byron Katie, qui est un peu l'équivalent féminin d'Eckhart Tolle. J'ai pu partager 2 repas avec elle et poser plusieurs questions pour moi, évaluer l'authenticité de son état. L'authenticité de son état? Oui, il y a des caractéristiques. Une personne qui vit comme ça va avoir une manière de fonctionner, de ressentir et de répondre qui est différente d'une personne normale et c'est très difficile de faire semblant. Donc, elle, ce qu'elle dégage est extrêmement impressionnant, sans rien faire. Là, juste, elle est en train de manger et ce qu'elle dégage est très, très... Ça nous enveloppe, il y a une sorte d'amour infini qui est là. Eckhart Tolle, c'est un petit peu différent. C'est plus une sorte de silence avec une paix. Là. Il n'y a pas la même vivacité que Byron Katie. Mais j'ai rencontré plusieurs personnes que je considère authentiquement illuminées. Et ce qu'ils ont en commun, c'est que leur esprit est très silencieux
Et quand ils nous regardent ou quand on est en leur présence, on ressent justement cette légèreté-là, cette paix-là, cet amour-là, qu'on ne ressent pas avec une personne qu'on va appeler dans un état normal. Qui serait votre mentor aujourd'hui, alors? J'ai pas vraiment de mentor. Oui, j'ai étudié avec un des co-créateurs de la PNL qui s'appelle Richard Bandler pendant une décennie. Ça a été hyper important dans mon développement, mon évolution. Mais quand je me suis mis à développer mes propres techniques parce que j'étais pas satisfait des résultats que j'avais, je suis devenu un petit peu mon propre mentor. La vie est devenue mon mentor parce que je m'utilise comme cobaye beaucoup. Vous expérimentez avant de proposer? Oui, oui, c'est important parce que je vois tellement de gens qui font juste prendre du matériel à gauche, à droite, ça, le mettre ensemble. Ça, c'est sûr. Ils disent, j'ai créé un programme en ligne ou en salle. Puis je me dis, est-ce que tu as vérifié si ça fonctionne? Pas vraiment. C'est à la mode présentement. Quand la loi de l'attraction était à la mode, il y a plein de programmes sur la loi de l'attraction qui sont arrivés. Mais justement, on parlait d'Eckhart Tolle et je voulais en venir à ce fameux instant présent. Oui. C'est une notion que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Parce que pour moi, et vous allez pouvoir me l'expliquer, l'instant présent, au moment où on le vit, la seconde d'après, il est déjà du passé. Oui. Donc, par définition, il y a un passé, il y a un futur, mais il n'y a pas nécessairement d'instant présent, puisque l'instant présent est instantanément, dans la seconde qui suit, du passé. Oui. Vous voyez, vous arrivez à me suivre? Oui. Et donc, du coup, je me dis, mais... Oui. C'est essayer d'expliquer mentalement une expérience d'état de conscience, c'est quand même difficile, mais si on prend la description que je viens d'avoir, il y a le passé, le présent et le passé, présent, futur, présent. Si on enlève tout ça, OK? Donc, on enlève le temps mental ou le temps psychologique, c'est comme ça que c'est appelé dans le domaine. L'humain, ce qu'il vit, c'est une émergence continue de nouvelles expériences. Et si on vit l'émergence continue de nouvelles expériences sans calculer le temps mental, sans se projeter dans le futur, sans se projeter dans le passé, c'est ce que les gens appellent vivre l'instant présent. Donc, c'est mal dit, je suis d'accord. Le vocabulaire est mal choisi parce que moi, j'enseigne aux gens à se libérer de la croyance que l'instant présent existe dans mes formations. On le fait littéralement, je fais une démonstration et les gens défont les concepts du futur, du passé et du présent. Et là, les gens ne comprennent pas. Je leur dis non, on va se libérer du concept de l'instant présent. Ils disent, non, c'est ça qu'on veut vivre. Oui, mais pour le vivre, tu dois être libéré du concept. Ton mental ne doit plus être dans cette boîte-là. Et là, ils font, oh. Donc, c'est un petit peu... Donc, je suis d'accord, c'est un concept. On est d'accord. C'est un concept et c'est le mental qui essaie d'expliquer une expérience sensorielle. Mais le mental ne peut jamais expliquer ou comprendre une expérience sensorielle. On peut seulement la vivre, donc il faut sortir du conditionnement mental. Qui est ce qui manque dans beaucoup d'approches? Parce que les gens, ils lisent les livres, ils comprennent. Ah oui, je peux vivre plus pleinement l'instant présent. Mais même s'ils comprennent intellectuellement, ils ne le vivent pas dans le système nerveux ou dans le corps. Et ça, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est la première fois qu'on me l'explique de cette manière-là. Donc merci. Merci pour ça. Non, mais ça, c'est obsédant même parfois. Ouais. Et c'est culpabilisant même parfois. Oui. Tu n'es pas dans l'instant présent. Mon Dieu, que j'ai entendu ça des centaines de fois. Sois dans l'instant présent. Savoure l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Toutes ces presque injonctions, quelque part, à la définition du bien-être, de l'équilibre, de l'amour de soi, de la béatitude, de la paix intérieure, c'est l'instant présent. On entend ça en permanence. Oui, mais encore une fois, c'est ce que j'expliquais au début. Le développement personnel, c'est beaucoup des gens qui expliquent les principes de la spiritualité, du succès, Bon, mais là, on tombe dans les principes de la spiritualité. Savoir l'instant présent, vivre l'instant présent, etc. Et là, mon mental connaît des principes intellectuels qu'il n'est pas capable de traduire en expérience dans mon corps. Parce qu'il n'y a personne qui m'a enseigné les outils ou les processus. Puis juste un petit à côté, parce que je trouve que c'est très, très perspicace tout ce que tu pointes depuis tout à l'heure. Une des premières choses que j'enseigne quand on fait un atelier spécifiquement pour la liberté, c'est je dis aux gens, une des premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va se libérer de la croyance que l'ego existe. Alors ça aussi. C'est la première. Et le plus fou, parce qu'au début, j'hésitais, parce que c'est écrit dans tous les livres de spiritualité. L'ego, libère-toi de ton ego. Absolument.
Et si je dis à quelqu'un « libère-toi de ton ego », ça sous-entend ou ça présuppose qu'il existe. Mais il n'existe pas, c'est un concept, c'est une explication verbale de quelque chose qui n'existe pas. Fait que là, les premiers clients avec qui j'ai travaillé ça en individuel, on a déconstruit la croyance « l'ego existe », 100% des clients m'ont dit « je me sens mieux que quand je croyais à l'ego ». Puis on n'a rien fait, je leur ai pas expliqué rien, c'était pas un enseignement. On a défait la croyance, le conditionnement, le concept dans leur tête qui disait « l'ego existe ». Et après ça, 100% des gens me disaient « je me sens beaucoup mieux ». Parce qu'ils avaient pu essayer de transcender, arrêter de nourrir, gérer l'ego. Et puis, dans beaucoup de livres et dans beaucoup d'enseignements, l'ego, c'est le souffre-douleur. C'est un ensemble dans lequel on met les peurs, les croyances, les pensées, les aversions, les émotions négatives. C'est le fourre-tout de tout ce que les gens ne veulent pas. Et là, ils appellent ça l'ego. Ouais. Ils disent, ouais, si tu as des émotions, c'est l'ego. Si tu as des pensées, c'est l'ego. Si tu as des désirs, c'est l'ego. Et là, les gens essaient de se débarrasser du truc appelé ego qui n'existe pas finalement. Et là, ils travaillent là-dessus pendant des années pour finalement, plus ils travaillent sur l'ego, plus ça les emmène à croire qu'il est vrai. Alors justement, si l'ego n'existe pas, qu'est-ce que ça, à partir de quel moment vous avez compris et conceptualisé ça? En le faisant sur moi-même, j'ai défait la croyance l'ego existe et j'ai remarqué que je me sentais beaucoup mieux. Mais en plus, ça paraît hyper simple quand vous le dites comme ça. Oui. Mais je suppose que c'est avec le temps? Non, j'ai créé une technique qui peut s'appliquer environ 5 minutes par croyance ou pensée. Mais non! Environ 5 minutes, oui. En 5 minutes, vous pouvez désactiver une croyance de l'ego? Oui. Parfois, c'est plus long. Souvent, c'est environ 5 minutes. C'est une application de la technique ou deux par croyance, puis une application, c'est 4-5 minutes. Quand le cerveau est habitué, parce qu'au début, le système nerveux, on fait le contraire de ce qui est habitué de faire le cerveau. Il apprend comment ça fonctionne. Après, on peut le faire en 2 minutes, 3 minutes. Disons qu'on a fait 5 ou 10, on peut le faire en 2-3 minutes. Extraordinaire. Oui. Et ça change la vision de la vie, pour le coup. Oui. Bien, la plupart des gens avec qui j'ai fait cette technique-là ou qui l'ont appris en formation et qui l'ont utilisé, les gens pratiquent dans mes formations. Je ne fais pas juste expliquer puis ils s'en vont. J'ai vu ça. Les gens pratiquent. J'ai vu ça. Habituellement, ils sont surpris parce qu'ils disent « Oh, mon esprit est beaucoup plus silencieux, je n'ai pas médité. » Oui, parce que tu as interrompu les croyances en boucle, les pensées en boucle. Et là, maintenant, tu sais c'est quoi avoir un esprit silencieux qui te permet de vraiment ressentir l'instant présent. Vous méditez? Non, j'ai essayé pendant 2 ans de manière assez assidue. Mon cerveau ou mon système nerveux avait énormément de difficultés. J'avais plus de pensées, c'était pire. Quand je méditais, j'étais plus chaotique que quand j'étais pas en train de méditer. Et c'est pour ça que j'ai créé des techniques, parce que je me disais qu'il y avait d'autres personnes comme moi. C'est sûr. Et puis, la technique que j'ai mentionnée tantôt, ça m'a pris 4 ans à la raffiner jusqu'à ce qu'elle soit vraiment simple. Avant, il y avait beaucoup d'étapes inutiles. Et là, les gens l'utilisent. Je l'utilise avec des athlètes. J'ai même une personne en France qui veut créer une étude scientifique pour mesurer les effets de la technique. Donc, la personne a été assez impressionnée par les résultats sur elle-même pour vouloir créer une étude scientifique. Est-ce qu'on peut connaître, non pas le nom de cette personne, mais en tout cas, les bienfaits que ça a procuré à cette personne? Elle venait chercher quoi à la base? Il faudrait que je lui demande, là, c'est quelqu'un qui a suivi des formations pendant longtemps, puis je ne peux pas dire quelle formation a donné quel bienfait. Bien sûr. Mais ce que les gens rapportent souvent, c'est les pensées, influencent nos décisions. Donc, si j'ai des pensées limitantes, je vais pas oser faire X, Y, Z que je veux vraiment faire. Un de mes amis disait que c'est une technique qui rend invincible. C'était à la blague, mais dans le sens qu'il disait que quand je défais les pensées limitantes, les croyances, je peux passer à l'action sans effort parce que j'ai rien qui me freine, j'ai pas de doute, j'ai pas de peur, etc. Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fazzari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient. Apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous. Maintenant, les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Alors, prenons votre cas. Qu'est-ce que vous aviez comme
pensée limitante, quelle action, alors vous n'allez pas nous dévoiler bien sûr l'action, mais vous avez mis en pratique, j'imagine, ce que vous préconisez et ce que vous proposez. Quel a été le résultat? J'ai défait des centaines de croyances. La plupart des humains ont des centaines et des centaines de croyances. Quelle était la pire chez vous? Je vaux rien. Personne m'aime. J'ai un ego. Le temps existe. Il y en a beaucoup. Là. Il y a des croyances très généralisées. Il y en a qui sont individuelles à chacun selon notre historique. Le « je vaux rien et je ne m'aime pas », je pense que ça, c'est assez courant. Oui, c'est assez courant. Ouais. Quand on se libère de ça, certaines personnes, moi inclus, on doit aussi libérer l'émotion avec habituellement d'autres techniques qu'on combine avec celles qui défait les croyances. Éventuellement, ce que ça fait, c'est qu'on se sent... Le bien-être augmente. Autrement dit, on devient à l'aise à parler à d'autres personnes, même des inconnus. Moi, avant, j'avais énormément de stress avant de monter sur scène. Là, je parle au secondaire ou au lycée, j'imagine que vous dites. C'était vraiment intense. Là. Je suais, j'avais les mains moites, le cœur battait super vite. Aujourd'hui, j'arrive sur scène, je suis en retard, le micro ne fonctionne pas. Ça ne change pas vraiment mon état. Mon état est stable devant entre 15 et 1700 personnes. Dire aujourd'hui, et avec le recul, bien sûr, si vous le dites avec le sourire, mais dire « je ne m'aime pas, je ne vaux rien », ça allait chez vous jusqu'à se demander pourquoi vivre. Oui, exact. Vous êtes allé jusque-là. Oui, vers la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, en fait, je voyais les gens autour de moi, je voyais la vie normale d'un humain qui était fait tes études, trouve un travail sécuritaire, fonde une famille, occupe-toi de tout ça. À ta retraite, peut-être que tu vas pouvoir faire ce que tu veux, mais finalement, tu es trop malade ou tu meurs, donc tu n'as pas eu le temps de faire ce que tu voulais. C'est ce que je voyais. Et ça me repoussait plus que m'attirait comme réalité. C'est sûr. C'est pas très glamour. Oui, puis j'avais aussi... Bon, c'est pas le seul aspect, mais j'avais aussi des symptômes, je savais pas à l'époque, là, mais des symptômes de fibromyalgie. Fatigue chronique, qui s'intensifiait à mesure que le temps passait. Puis je savais pas que c'était ça. Donc, j'avais des douleurs, j'étais souvent fatigué. Puis j'avais comme, on va dire, des épisodes ou des tendances de dépression, sans savoir que c'était ça toujours. Parce que moi, je viens de la campagne, j'avais 19 ans. Je connaissais rien de rien. Mais c'est ça qui m'a emmené vers le développement personnel. Je souffrais tellement à un moment donné, mais j'étais trop peu heureux pour me prendre ma vie, pour m'enlever la vie. Donc, je me suis mis à chercher des solutions. Je suis tombé sur la PNL à 19 ans. J'ai fait ma première formation en PNL. Et tout commence comme ça? Ça a commencé comme ça, oui. La fibromyalgie, effectivement, c'est toujours très difficile de la détecter. Et on dit souvent, alors est-ce que ça aussi c'est une affirmation qui vous révulse un peu? Le corps parle. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? À l'époque, j'aurais pas été d'accord ou pas. Aujourd'hui, je suis d'accord parce que j'ai réussi à me libérer d'environ 80-85% des symptômes simplement en défaisant des stress émotionnels, des conditionnements émotionnels ou des traumatismes. Et tout ça dans des coups de 5 minutes comme ça, comme vous le faites? Non, pour la fibromyalgie, j'ai travaillé 700 heures. Ah oui? Oui, 700 heures juste sur les... Juste sur ça? Oui, juste sur ça. Ouais. Détricoter tout ce qui a été engrammé, tout ce qui a été... Ah ouais. Okay. 700 heures, je faisais environ 5 heures par jour. Pendant 4 mois, ça a totalisé environ 700 heures. Quand vous avez des résultats aussi probants que ça, quand vous avez aujourd'hui la visibilité que vous avez, je me dis, des scientifiques qui sont tellement en questionnement sur notamment cette maladie de la fibromyalgie devraient vous approcher en disant « Eh oh, qu'est-ce que vous avez fait pour justement estomper 85% de la douleur ?» C'est le réflexe qu'on penserait, mais l'industrie ne semble pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que beaucoup d'études sont financées par l'industrie pharmaceutique pour confirmer l'efficacité d'un produit qu'ils veulent vendre, qu'on doit prendre à vie, qui fait que c'est beaucoup plus payant qu'un truc qui emmènerait une résolution réelle de 80% ou 75% ou peu importe. Donc, c'est pas le réflexe. Ça prend des scientifiques indépendants pourraient s'intéresser, mais ils doivent en entendre parler. Ils doivent croire que c'est possible aussi. Ça, c'est un autre défi. Si le scientifique croit que c'est impossible, il ne va pas s'intéresser à explorer cette direction-là. Alors, dans votre vie, Alexandre, c'est intéressant parce que vous avez quand même eu 1000 vies en une. Vous parlez à 19 ans de la PNL, vous avez suivi les formations de Richard Blender,
Mais vous avez fait plein de choses. Oui. C'est-à-dire vous vous êtes cherché longtemps quand même. Oui. Ben, c'était la même motivation. La souffrance est intense. Je cherchais une façon de soulager. Quand la PNL ne résout pas nécessairement les traumatismes, en tout cas, c'est pas leur spécialité. Donc, à un moment donné, j'ai appris le EFT ou le tapping. Ouais. J'ai appris l'hypnose. J'ai rencontré des chamans. Puis, à un moment donné, il y a un truc qui vient de Richard Bandler. À un certain moment donné, c'était pas nécessairement la souffrance, ma motivation, parce qu'elle avait diminué à travers le temps. Mais c'était qu'avec lui, j'avais réalisé qu'on pouvait faire beaucoup de choses que je croyais impossibles. Donc, à partir de cette constatation-là, à travers mes propres résultats, je me suis mis à chercher les faiseurs de miracles, puis aller les voir, prendre l'avion, aller les voir, leur demander de m'enseigner comment ils faisaient, ou prendre leur formation s'ils en donnaient. Fait que ça m'a fait rencontrer des illuminés, des chamans, des guérisseurs, et que la plupart n'avaient aucun résultat, mais bon... Sur la quantité, je dirais, il y a un 5 % de techniques ou de professionnels ou de faiseurs de miracles qui étaient authentiques au sens où leur résultat était très, très impressionnant. Faiseurs de miracles. Il y a un film qui est sorti en France qui s'appelle Gourou. Est-ce qu'il est venu, il est arrivé ou pas encore au Canada? Non? Non, j'ai pas entendu parler. Ouais. Vous regarderez? Oui. Parce que là, évidemment, ça correspond peut-être aussi à certaines choses que vous pouvez penser. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir de quelle manière vous accompagnez ceux et celles qui en ont besoin. Moi, j'ai regardé certaines de vos vidéos. Quand on va sur le site directement d'Alexandre, il y a encore des vidéos de l'époque. Et je remarque que la mise en pratique est systématique. C'est-à-dire que vous allez chercher les gens pour leur faire ressentir, vous appliquez la technique, bien sûr, il y a les gens qui regardent, mais vous faites monter les gens sur scène pour qu'ils puissent vraiment ressentir dans le corps ce qui se passe. Oui, en fait, le but de faire des démonstrations, c'est que c'est sans filet. La plupart du temps, je ne connais pas les gens, je ne sais pas ce qu'ils vont demander, je ne sais pas si je suis capable de faire ce qu'ils vont demander. Et le fait de le faire sans filet, c'est pour montrer, regardez, je ne connais pas la personne, la seule chose que j'ai entre les mains, c'est les compétences que j'ai développées à travers la pratique. Et là, les gens voient comment fonctionne la technique, mais ils voient aussi comment je me débrouille quand ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est presque plus instructif. Donc, quand j'ai une personne qui vient sur scène et qu'il n'y a rien qui fonctionne, je suis obligé de devenir créatif et de trouver un angle d'approche efficace. Et là, les gens voient comment j'évalue, je teste et j'ajuste mon processus ou mes interventions. Et là, les gens peuvent apprendre beaucoup parce que habituellement, on ne peut pas voir un psy ou un coach travailler, il le fait en individuel. Puis quand il va sur scène, il fait juste expliquer les principes de sa méthode de coaching. Exact. Donc, on ne voit pas comment il fait pour se débrouiller quand ça ne fonctionne pas, et qui est le bout important. Et bien sûr. Parce que, disons que la technique a un taux de réussite de 70 %, c'est merveilleux, mais qu'est-ce qu'on fait avec le 30 %? Quand on tombe dans le 30 %. Exact. Ou qu'on a un client qui tombe dans le 30 %. Exact. Et moi, c'est le bout qui m'intéresse parce que je faisais partie du 30 % pendant 8 ans, je dirais. J'ai eu presque aucun résultat. J'étais la personne dans les formations jalouse des gens qui vivaient des résultats instantanés dans mon coin. Pourquoi eux et pas moi? À ronchonner. Oui, exact. Ça a sûr. pris environ 8 ans. Et quand j'ai découvert pourquoi j'avais pas de résultat, parce qu'il y avait une raison à l'intérieur de mon fonctionnement, j'ai pu aider beaucoup de gens qui avaient le même problème dans leur fonctionnement qui faisait que les techniques ne fonctionnaient pas pour eux. Et la même chose, c'est que chaque client difficile m'a montré comment faire pour empêcher les techniques d'être efficaces et comment solutionner ça. Donc, chaque client vraiment difficile était mes clients les plus importants parce que ça me montrait comment améliorer les techniques et quoi mettre en place pour que ça fonctionne même pour ces gens-là. J'ai pas un taux de réussite de 100 %, mais il augmente à chaque année parce que j'étudie les clients avec qui ça marche pas pour trouver des solutions. C'est ça, c'est s'intéresser effectivement à ce qui ne fonctionne pas, alors que ce qui fonctionne, c'est de l'acquis. Oui, ça fonctionne déjà. Ça fonctionne, donc c'est OK. Donc on avance. Oui. On peut toujours affiner, rendre plus simple, plus élégant, plus agréable. Mais les gens qui ont vraiment besoin et les plus désespérés, c'est ceux pour qui il n'y a rien qui a fonctionné à date. Je faisais partie de cette catégorie-là. C'est les gens qui ont plus besoin d'aide. En tout cas, on remarque aussi... dans votre sensibilité, dans votre humilité aussi, on remarque que vous avez du mal à parler de vous. J'allais vous poser la question de savoir quelle était la plus grande résistance que vous ayez eue lorsqu'effectivement vous passez votre temps à ronchonner face à des choses qui fonctionnent et qui ne marchent pas chez vous, en l'occurrence. Quelle était la plus grosse résistance?
En fait, j'habitais pas mon corps. C'est la dissociation. Je vivais de la dissociation. Je savais pas ce que c'était et personne ne me l'a dit. Donc, je faisais les techniques dans ma tête, mais c'est comme si l'efficacité se rendait jamais dans mon corps parce que j'étais dissocié, donc séparé. Et c'est en travaillant avec un client difficile qui était dissocié. À un moment donné, je travaillais avec lui, puis il était à la dernière journée d'une longue formation. Et là, il me dit à la dernière journée, « Ouais, il n'y a rien qui a fonctionné pour moi à date. » Je me disais, j'aurais aimé ça que tu me le dises avant. Mais bon, donc je l'ai emmené en avant, encore une fois. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un exercice avec lui pour lui enseigner à habiter son corps. Et là, après, les techniques fonctionnaient parce que j'ai testé des techniques par la suite quand il habitait son corps. Et moi, c'est un formateur suédois qui a fait une intervention avec moi qui m'a changé, mais je ne savais pas ce qu'il avait fait. Fait que je ne savais pas que finalement, il avait fait un truc pour m'emmener à habiter mon corps sans que je m'en rende compte. Et là, après, ces interventions ont fonctionné, mais il ne me l'a pas expliqué. Donc, je l'ai découvert. Je savais que j'avais vécu un changement important à ce moment-là, mais je ne savais pas quoi. Je savais que maintenant, les techniques fonctionnaient, sans savoir pourquoi. Quand j'ai travaillé avec ce client-là, j'ai dit « Ah, c'est ça qu'il avait fait avec moi, indirectement. » J'ai compris. Ouais, de manière cachée. Absolument. Et là, j'ai pu créer des techniques en étapes pour toutes les personnes qui n'habitent pas leur corps, qui est beaucoup de gens. Il y en a beaucoup. Oui. Donc, c'est souvent la première étape dans mes formations. Les gens apprennent à habiter leur corps, pas en disant, OK, on fait une relaxation, mais vraiment une technique en étapes simples qui emmène la personne à vraiment sentir qu'elle habite son corps et qui est très, très présente à la réalité. Ça, c'est la base pour vous, avant de commencer quoi que ce soit? Oui, simplement parce que ça augmente le taux de réussite de toutes les techniques qui viennent après. Donc, comme mon but, c'est d'avoir de l'impact, on commence par ça. Alors, quand je pense que vous auriez pu être policier? Oui. Oui, 1 an de technique policière. Ah non, technique policière, effectivement. Ouais. Je ne sais pas si ça aurait été utile, mais... Différent. Différent, Ouais. c'est sûr. Est-ce que, alors aujourd'hui, vous continuez à donner des conférences un petit peu partout? Oui, ben, je fais uniquement des ateliers, des formations. Formations. Je crois que j'ai donné juste 10 conférences en 30 ans parce que je voyais que l'impact était minime et temporaire. Moi, je voulais que les gens vivent des changements réels. Donc, un atelier, ça donne assez de temps pour enseigner 1, 2 ou 3 techniques efficaces que les gens pratiquent et qui sachent comment la faire une fois à la maison, quand je ne suis pas là. Et là, ça commence à avoir de l'impact. Et je simplifie tellement mes techniques. Mon critère, c'est est-ce qu'un enfant de 10 ans serait capable de la faire? Et tant que ce n'est pas atteint, je simplifie la technique. Parfois, c'est même un peu humiliant de se dire qu'un enfant de 10 ans pourrait faire cette technique, alors que nous, adultes, on en est encore à se poser des questions et à ne pas savoir comment faire. C'est fou. Ben, la plupart des adultes qui apprennent mes techniques sont capables de les faire et le retour que j'ai, c'est enfin, c'est simple. Maintenant, c'est pas 17 étapes comme en PNL. Maintenant, j'ai envie de le faire parce que ça ne me demandera pas 1 heure. C'est ce qui revient souvent et ça explique aussi le nombre de témoignages parce que si je me fais présenter des principes et un processus intellectuel tellement complexe que ça prend 1 heure par jour ou peu importe, les gens le font peut-être 1 fois ou pas du tout, mais c'est pas assez long pour avoir des résultats. Mais quand c'est simple, ça prend, disons, 2-3 minutes de faire une croyance, ben, la personne, elle prend son café le matin puis elle fait ça en même temps. J'aimerais... Alors, vous avez le droit de me dire non. J'aimerais un tips. Un tips? Pour nous. Est-ce que vous auriez un truc? Bien, ça dépend. Moi, je serais très à l'aise et heureux de faire une technique avec toi. OK. Celle qui défait les pensées rapidement ou les croyances. Avec plaisir. Parce qu'un tips, ça revient à donner un truc, un concept, un principe. Et ça ne changera pas de vie. Et c'est à l'encontre de tout ce qu'on vient de se dire. Je suis très congruent dans mon approche. OK, ça me va. OK, ça me va. Donc, croyance limitante? Ou pensée récurrente. Ou pensée qui récurrente. est désagréable ou stressante ou OK, nuisible. ça va. Je suis ton cobaye. Est-ce que ça se dit en public pour que les gens suivent? Absolument. Donc, en une phrase, résumer une pensée qui revient ou qui est une croyance qui semble limitante. Croyance limitante, la peur. OK, bien ça, c'est une émotion. Donc, c'est pas une croyance. Une croyance, ce serait je serais jamais capable d'apprendre l'anglais. Je me casse toujours la tête pour rien. L'ego existe.
ma préférée. Faisons l'ego, tiens. Oui. Faisons l'ego. Puis on va remarquer ce que ça change en toi. OK. Faisons merveilleux. L'ego existe. Merveilleux. OK. Donc là, je vais te demander de prendre soit la tablette ou un livre, parce qu'on va utiliser un objet. OK. Donc, ce que j'ai réalisé quand j'ai créé cette technique-là, j'ai étudié beaucoup de personnes et j'ai réalisé à un certain point que l'esprit ou le cerveau, quand on l'oblige à comparer un truc imaginaire à la réalité physique, il se rend compte que la réalité physique est plus réelle et donc ça fait faiblir l'emprise de la pensée ou de la croyance. OK. Donc, si on prend l'ego existe, OK, cette pensée-là, cette croyance-là, là, je vais être très clair, je vais poser des questions précises. Quand tu regardes mon livre et que tu le touches avec tes doigts, qu'est-ce qui est plus tangible et touchable et réel entre la pensée l'ego existe ou la croyance l'ego existe et le livre que tu tiens de tes mains? Le livre. Excellent. Ça va super bien. Des fois, il y en a qui disent la pensée, là, on doit travailler plus fort. Le livre. Une fois sur 200. Là, mais... Donc, quand tu réalises consciemment que le livre est plus réel, touchable et tangible que cette croyance-là, qu'est-ce que ça change à ton expérience à toi de cette croyance-là? Wow. Exactement. Wow. Puis il y a 2 autres étapes, mais là, on est à l'étape 2. Il faudrait que tu la refasses. Oui. Quand tu réalises consciemment que le livre que tu tiens est plus réel, tangible et touchable que la croyance qui disait « l'ego existe », qu'est-ce que ça change à ton expérience de la croyance qui disait « l'ego existe ». Ça me rassure. Ça te rassure, OK. Cette pensée-là qu'on appelle l'ego existe, qu'est-ce qui se passe avec elle? Puis là, qu'est-ce qui se passe avec? Puis je vais te donner un petit menu. Les gens, souvent, ils me disent soit cette pensée-là semble plus faible, moins réelle, ridicule, ou elle sort de ma tête ou de ma conscience, ou elle s'éloigne, ou elle rapetisse, ou... Quand tu te rends compte que le livre est réel, plus réel, touchable et tangible que ça me rassure. OK? Puis la pensée comme telle, est-ce qu'il y a des changements dans ta manière de la vivre? Oui. Qu'est-ce qui change? Ça ne m'agresse plus. OK, donc la pensée ne t'agresse plus. Là, on va avec les 2 dernières étapes. Quand cette pensée-là ne t'agresse plus, qu'est-ce que ça te permet d'être maintenant? Libéré. Libéré. Et quand tu es libéré, qu'est-ce que ça change dans comment tu te sens ici maintenant? Apaisé. Apaisé. Et tu le ressens où, l'apaisement? Est-ce que c'est dans le torse, dans la tête? Alors, tu vas halluciner, je le sens dans la mâchoire. Ah, merveilleux. Donc, il y a eu un changement au niveau de la mâchoire. Et c'est important, quand il y a des changements physiques, habituellement, le changement est plus durable. C'est quelque chose que j'enseigne toujours. J'ai remarqué ça en 2003. Quand la structure musculaire d'un humain change en faisant une technique, habituellement, le changement est durable. Et quand la structure musculaire ne change pas, souvent, le changement est temporaire, donc ça revient. Wow. Donc ça, c'est une des observations les plus importantes de toute ma carrière, c'est celle-là. Donc, si je ne remarque pas ou la personne ne nomme pas de changement dans son corps, on va repasser une technique dans un angle différent jusqu'à ce que le corps change pour que moi, je sois satisfait. Et tu ressens une sorte de, au moment où tu m'as dit ça, une sorte de décharge, petite décharge électrique, de contentement, tu sais, qui va engendrer une sorte un sourire, tu vois, quelque chose. Voilà. Ah, et là, on va faire un test. Okay. Dis à voix haute, l'ego existe. Tu vois? C'est ça le changement. Incroyable le blocage. Le blocage. Mais pourtant, avant, c'était juste une... C'est-à-dire que je pourrais commencer la phrase, mais je ne peux pas la finir. Essaie, fais un effort. À voix haute. Ah, non mais attends. C'est quand même pas compliqué. Ça devrait pas, on l'a dit tout à l'heure, tous les 2. Non mais c'est incroyable. Ça, c'est la technique que je te disais qu'en 5 minutes, on peut déconstruire l'effet d'une croyance sur le corps et la personne.
Celle qui m'a pris 4 ans à développer, c'est ça. Merci. Alors, réécouter ce que vient de dire, parce qu'on peut le faire à la maison, pour le coup. Oui. Les gens, ils peuvent le faire. Oui, puis la technique est décrite dans mon livre, Et La plus grande technique est dans liberté, le livre. avec toutes les étapes, les trucs. Extraordinaire, Ouais. extraordinaire. Ouais. Tu sais que j'essaie dans ma tête de me dire la phrase. Oui. Et c'est ce que j'appelle déconditionner une croyance. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait la dire, on ressentait que c'était partiellement vrai ou complètement vrai, dans le sens qu'on avait un feeling qui accompagnait la phrase. Et là, quand on l'a déconstruit en comparant avec la réalité physique, c'est comme si la connexion dans le cerveau se déconnecte comme ça. Et là, on ne peut pas retourner. Mais là, si on ne peut pas retourner, je ne peux plus être influencé, comme toi, tu as dit, ça ne m'agresse plus. OK? Bon, l'agression de cette pensée-là, de cette croyance-là, n'a plus d'impact sur toi parce qu'on l'a déconnecté. Et ça, c'est définitif? La plupart du temps. Et si ça revient, des fois, les gens doivent faire la technique à 1 ou 2 reprises. Mais ça ne revient jamais à la même intensité. Probablement que tu n'utiliserais pas le vocabulaire agressé si la pensée revient parce qu'il n'y aurait plus le même impact sur toi d'avoir cette pensée-là. Et dans l'explication, en tout cas le ressenti que j'en ai de la petite expérience qu'on vient de faire, c'est que l'ego... Non mais attends. L'ego, sur la deuxième partie, je l'entends. Mm-hmm. Je sais le mot à dire. Oui. Tu vois, mais t'es pas conditionné pour... Enfin, t'es pas... Ça ne sort pas. C'est plus un automatisme. C'est plus assez vrai pour que tu puisses le dire en te sentant bien. Et là, on n'a pas fait d'hypnose. J'ai pas... Absolument. Bon, je vais t'endormir et là, quand tu es relaxé, je te dis des instructions que tu dois obéir. On a fait le contraire. J'ai posé des questions et je t'ai demandé de comparer une pensée à la réalité physique. Point. Sans suggestion. Je t'ai pas dit d'avance ce qu'elle allait se produire, donc on a éliminé l'effet placebo et l'autosuggestion parce que je t'ai pas dit ce que ça allait faire d'avance. Donc, on a contourné toutes les objections habituelles d'un sceptique. Et ça, c'est valable pour n'importe quoi? Pour toutes les pensées, croyances, concepts. Pour les émotions, ça peut fonctionner si l'émotion est générée et maintenue par des pensées, mais si elle n'est pas générée et maintenue par des pensées, c'est d'autres techniques. Merci. Le rajeunissement physique et l'effet inverse. L'inverse, j'arrive même plus. Oui. J'arrive même plus à lire le titre. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus silencieux, que ta tête est moins en ébullition? Complètement. Mais c'est-à-dire que j'ai pris un coup. Mm-hmm. Tu vois? C'est-à-dire que tu es là et... Oui. Bon, top. Donc ça, c'est ce que les gens appellent vivre l'instant présent. Quand ça devient très silencieux, le voilà. On vit l'émergence constante de l'expérience en temps réel. Mais tu n'as pas de pensée. Et c'est pour ça que la suite de l'émission est presque compliquée parce que je n'ai plus la trame de ce que j'ai préparé. Parce que tu n'es pas habitué de fonctionner comme ça. Pas du tout. Mais si tu étais habitué de fonctionner comme ça, tu ferais ton émission en ayant l'esprit silencieux. Et c'est ce que les gens appelleraient l'illumination mentale. C'est ça, les 4 voies de l'illumination. Oui, exact. Ben, il y a 4. Ouais. Selon moi, il y a illumination mentale, émotionnelle, physique, énergétique. Donc, le rajeunissement physique inversé, les effets du vieillissement. Oui. Je préfère le lire comme ça, bêtement. Voilà, c'est plus simple. Ça va jusque-là, c'est-à-dire que l'expertise que tu en as, c'est qu'on peut véritablement inverser les effets du vieillissement. Ben, en fait, présentement, mon apparence ne l'indique pas, mais j'ai fait des tests. Quand j'avais 41 ans, j'ai passé un test en laboratoire qui mesure différents marqueurs d'âge. Et mon âge biologique qui m'est revenu, c'était que mon corps avait 50 ans, à 41 ans. Mm-hmm. Ça m'a créé un choc. J'imagine. J'ai un petit peu paniqué. Et ça faisait depuis que j'avais 27 ans que j'étudiais le sujet. Mais là, j'ai eu des enfants, je n'appliquais pas vraiment ces trucs-là parce que j'étais surchargé. Et là, quand j'ai eu le résultat de laboratoire, j'ai décidé de vraiment appliquer tout ce que j'avais étudié sur le sujet. À 42 ans, 15 mois plus tard, j'ai repassé un test et là, j'avais un âge biologique de 41 ans. Donc, j'avais diminué de 9 ans mon âge biologique en 15 mois. Quelle a été la magie, alors? C'est expliqué dans le livre, ce serait long à dire en une entrevue, mais c'est vraiment des stratégies physiques, psychologiques, émotionnelles, c'est-à-dire le stress émotionnel nous fait vieillir prématurément. C'est sûr. Donc, libérer le stress émotionnel. Et aussi, des trucs alimentaires, mais différents de ce qu'on voit à la télé ou sur les blogs. Vraiment les stratégies que je considère les plus simples et les plus efficaces au niveau alimentaire. Fait intéressant, j'ai maintenant 48 ans.
à ma fête, presque à ma fête en décembre dernier, j'ai refait mesurer en laboratoire mon âge biologique. Mon âge biologique était de 43 ans à 48 ans. Donc, j'ai maintenu un écart dans le bon sens, parce qu'avant, à 41 ans, j'avais 50 ans. À 42, 41, donc j'avais un écart d'1 an. À 48 ans, 43, donc un écart de 5 ans dans le bon sens. Et là, bon, comme je disais, ma fille était malade tout à l'heure. Bon, oui, il y a plein de je choses. t'expliquais ça. Bon, oui, j'ai vécu plus de stress et plus de manque de sommeil. Je ne ferai pas tester présentement mon âge biologique. Je suis presque certain qu'elle a remonté. Mais je sais qu'en 6 à 12 mois, je vais la faire redescendre avec les mêmes stratégies que d'habitude. Extraordinaire. Ouais. Bravo. Ce qui revient toujours à, je fais des tests dans la réalité, je mesure ce que je peux mesurer et ça doit fonctionner, sinon je ne suis pas intéressé. Parce que je veux des changements réels. Évidemment, ouais. Évidemment. Bravo Alexandre, j'aimerais qu'on termine cette émission. Alors évidemment, on vous met autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact, bien sûr, avec Alexandre. Alors aujourd'hui, vous formez, vous... Oui, je donne des ateliers, payez ce que vous voulez, donc c'est en salle et en ligne, les gens ils donnent ce qu'ils veulent. Voilà, ça, on en a parlé hors antenne. C'est un des rares, Alexandre, à faire ce concept, c'est-à-dire que vous assistez à sa conférence et vous donnez ce que vous voulez. Exact. Et je trouve ça absolument génial. Et c'est un atelier véritable avec des notes de cours, des techniques enseignées, comme ce que tu viens de vivre. Sinon, habituellement, je donne surtout des formations qui ont une thématique spécifique, avec un but spécifique, avec des techniques qui donnent des résultats réels pour progresser vers le but mentionné ou déterminé. Donc, ça peut être rajeunissement physique, comme ça peut être changer la relation à l'argent, comme ça peut être apprentissage accéléré, etc., etc. Bravo. Donc, présentement, c'est ce que je fais. Je crée des techniques 90% du temps. 10% du temps, je donne des formations et je les enseigne. Alors, expérimentez, voilà, assistez aux événements. Moi, j'aimerais bien qu'Alexandre vienne en France. Je sais que dans les commentaires, vous allez évidemment nous suggérer ça, mais on va voir de quelle manière on peut faire les choses en fonction de nos emplois du temps respectifs et du désir d'Alexandre de venir en France, en Suisse, peut-être aussi en Belgique et ailleurs, parce que ces exercices-là, il faut vraiment les mettre en application. Enfin, il faut le proposer au plus grand nombre. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Merci infiniment. Merci pour l'invitation, j'apprécie. Merci, c'était un vrai plaisir. En tout cas, vous allez commenter évidemment avec bienveillance et puis... oui, la dernière phrase, évidemment. Je termine toujours l'émission avec cette question que je pose. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi, de cet échange? Qu'on peut vivre des changements réels en peu de temps dans la légèreté et que ça peut être agréable parce que je l'ai démontré en temps réel avec quelqu'un qui ne savait pas qu'on allait faire ça. Clairement. Et on n'a pas parlé avant. Non. Et je ne savais pas ce que tu allais choisir. Non. Et j'ai dû m'adapter parce que probablement le vocabulaire québécois versus européen a fait que j'ai dû changer un peu la deuxième étape. Mais quand même, c'était tellement éloquent. Puis moi, mon message est toujours le même. Si on a seulement vécu des événements d'inspiration, on développe la croyance que c'est difficile de vivre des changements réels. Et malheureusement, cette croyance-là nous nuit, même si elle est développée par le développement personnel. Mais quand on peut démontrer, prouver aux gens que ça se peut vivre des changements réels et qu'après, ils peuvent l'essayer, et là qu'ils vivent le premier changement, ça défait cette croyance-là qui dit que changer, c'est long et difficile. Et là, éventuellement, oui, il y a des trucs qui sont plus longs à changer, mais on peut vivre des changements réels, pas juste être inspiré temporairement. Le changement est bien réel. Merci à tous. Commentez, partagez. On se retrouve très vite ici depuis Montréal pour d'autres rencontres, d'autres émissions. Merci à tous.